Bonjour à tous. Donc je m'appelle Laura, je travaille pour l'association Biotoph Festival depuis quelques temps maintenant. Et je vais vous proposer aujourd'hui qu'on réfléchisse ensemble sur une ouverture internationale. Donc, je vais faire un zoom sur l'Amérique latine aujourd'hui, parce qu'on est resté sur du local depuis 2 jours. Donc là, c'est la petite ouverture internationale du festival. Donc on va parler de l'Uruguay, qui est un pays assez méconnu. C'est un tout petit pays qui est coincé entre le Brésil et l'Argentine, et le Paraguay aussi. Donc c'est un pays dont on n'entend pas beaucoup parler, à part récemment, on en a entendu parler en 2013 pour la légalisation de la production et de la consommation du cannabis, et également pour le mariage homosexuel. Mais dans les années 2000, début des années 2000, il y a eu une forte mobilisation autour de la question du droit d'accès à l'eau pour tout le monde. Donc, en fait, c'est un pays qui a constitutionnalisé, donc qui a intégré dans sa constitution un droit environnemental qui est le droit d'accès à l'eau pour tout le monde. Donc, c'est sur cette question que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble pendant ces 20 minutes-là. Donc voilà, les problématiques, ce seront les suivantes. Comment le peuple uruguayen a-t-il pu récupérer le contrôle sur les ressources hydriques ? Et quelles avancées liées à cette réforme constitutionnelle? Est-ce que le fait de constitutionnaliser ce droit, ça a permis concrètement d'avancer sur le terrain sur cette question? Donc d'abord, il faut savoir que l'Uruguay, c'est un pays qui dispose d'importantes ressources hydriques, autant superficielles que souterraines. On compte 4 bassins versants dans ce pays. Donc il y a le bassin versant du fleuve Santa Lucia, du fleuve Uruguay, du fleuve Noir, et également le bassin versant atlantique. Donc c'est vraiment un pays qui dispose d'importantes ressources et qui est par ailleurs, pour ce fait, très convoité par les entreprises qui travaillent sur les questions de distribution et d'assainissement d'eau. C'est également un pays qui dispose d'importantes ressources souterraines, donc notamment l'aquifère Guarani, qui est à cheval sur 4 pays, donc pour 70% sur le Brésil, 20% en Argentine, 6% au Paraguay et 5% en Uruguay. Donc c'est la 3e réserve souterraine d'eau douce dans le monde, et elle dispose d'un volume de 55 000 km3. Donc pour vous donner une idée, ça permettrait d'approvisionner 700 millions de personnes en eau pour 300 ans. Donc c'est énorme. Donc au niveau des usages qui sont faits de l'eau en Uruguay, on voit, donc je suis désolée, c'est en espagnol, mais je vais vous traduire. On voit qu'il y a une prédominance de l'usage de l'eau dans l'agriculture qui est implantée sur le territoire à 4%. Donc toutes les terres destinées, les terres utilisables, elles sont utilisées à 4% par l'agriculture, mais elles consomment un volume d'eau de 90%, pardon, et notamment la riziculture qui est très importante dans le pays. Et à l'inverse, l'élevage qui est installé à 90% sur les terres à usage agricole consomme seulement 6% de l'eau. Et au niveau de l'usage domestique qui est fait de cette eau, l'Uruguay, c'est le pays qui a un taux de couverture le plus important en Amérique latine. Donc il y a une couverture quasi universelle pour l'accès à l'eau. 98% de la population est connectée au système de distribution de l'eau et d'assainissement. Donc c'est un pays qui est vraiment qui a fait d'énormes avancées sur ces questions-là. Et donc, à ce titre, le bassin versant du fleuve Santa Lucia, donc c'est l'un des fleuves les plus importants d'Uruguay, il fournit en eau potable à plus de 60% de la population urbaine. Donc c'est un bassin versant qui est très très important, mais il souffre de contamination, notamment par les effluents qui sont liés à l'élevage intensif et à l'agriculture intensive. Alors maintenant, je voudrais revenir sur une tendance historique qu'a connue l'Uruguay et globalement l'Amérique latine dans les années 90, qui s'est confrontée à une vague croissante de privatisation. Donc en fait, dans les années 90, il y a eu une sorte de faillite des États en Amérique latine qui peinaient vraiment à mettre en place un système d'approvisionnement et d'assainissement de l'eau potable pour tout le monde. Donc à ce moment-là, ils ont fait appel aux entreprises privées. Donc ils ont signé beaucoup de traités à cette époque-là, dans lesquels en fait ils cédaient leurs droits sur les ressources en eau dans le pays.
et ils accordaient le droit aux entreprises multinationales d'être prestataires de ces services. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de traités qui ont été signés à ce moment-là. Et en 1996, on a l'organisme international, le Global Water Partnership, qui est formé et qui défend l'eau comme ressource marchandise, donc qui définit l'eau comme une marchandise. Donc voilà, ça a été la tendance historique qu'a connue l'Amérique latine dans les années 90, et l'Uruguay n'a pas fait exception, puisque, comme je vous l'ai présenté avant, c'est un pays qui dispose de ressources hydriques superficielles et souterraines très importantes. Donc, dans les années 90, donc en 92 et en 2000, on a deux entreprises qui s'installent sur le territoire uruguayen. Donc on a une filiale de Suez qui s'appelle Aguas de la Costa qui s'installe dans le département de Maldonado. Et on a également une filiale de Aguas de Bilbao qui est une entreprise basque sous le nom de Uragua qui s'installe également dans le département de Maldonado. Et donc, en fait, voilà ce que je vous disais, elles se sont installées sur ce territoire en raison des ressources hydriques importantes de l'Uruguay. Et donc, il y a de nombreuses ONG qui se sont formées à ce moment-là et qui ont essayé de voir quel était le bilan de ces privatisations dans le département de Maldonado. Et voilà les résultats qu'elles ont trouvés. Donc, d'abord, au niveau économique, il y a eu des pertes pour l'État qui ont été très importantes. Parce que une des filiales, l'entreprise Uragua, a eu des retards très importants et n'a pas payé une partie des redevances qu'elle devait à l'État. Donc il y a eu des pertes financières extrêmement importantes pour l'État. Et ces entreprises, elles ont également fait augmenter les tarifs de l'eau de façon très importante. Donc au niveau social, on a eu toute une partie de la population, notamment la population défavorisée de ce département-là, de Maldonado, qui a été privée de l'accès à l'eau parce qu'ils ne pouvaient juste pas se payer les tarifs qui étaient dus à l'entreprise. Et au niveau environnemental, on a pu voir aussi un assèchement de la lagune Blanche qui est dans le département de Maldonado et qui est une source d'eau douce vitale pour les populations qui sont installées dans ce département. Et donc à la suite de toutes ces conséquences, en fait, il y a plusieurs organismes de la société civile qui se sont formés pour dénoncer les conséquences de cette privatisation. Donc ça, en fait, ça a été le début d'une mobilisation importante au niveau local qui a ensuite pris de l'ampleur au niveau national. Et donc, c'est ce dont je voudrais vous parler, après cette introduction et cette mise en contexte. Le droit d'accès à l'eau est devenu un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution depuis 2004. Donc, pour retracer un peu ce cheminement et pour vous parler de comment s'est passée cette mobilisation populaire à l'échelle nationale, en 2002, le gouvernement uruguayen a fait une déclaration d'intention auprès du FMI pour déclarer qu'il allait privatiser tous les services de distribution et d'assainissement de l'eau en Uruguay. Et à partir de cette déclaration, on a la Commission nationale pour la défense de l'eau et de la vie qui s'est formée en 2002. Donc elle est formée par de multiples acteurs de la société civile. Il y a des ONG environnementales, des membres des œuvres sanitaires de l'État aussi, qui est l'organisme public chargé de la distribution de l'eau, également des assemblées de voisinage. Enfin, ça a mobilisé énormément de personnes au sein de la société uruguayenne. Et donc, en fait, l'objectif de cette commission, c'était de soumettre à référendum pour faire passer dans la Constitution la constitutionnalisation du droit d'accès à l'eau. Et donc, en fait, le système électoral uruguayen, c'est un système qui permet aux entreprises de la société civile de présenter une proposition de réforme constitutionnelle lors des élections nationales. Et cette proposition, elle est votée à référendum. Mais pour ce faire, ils ont besoin de réunir 10% des votes, enfin, du soutien de l'électorat pour pouvoir présenter cette proposition. Donc, ils y sont parvenus après une campagne importante de cette commission. Ils ont pu rassembler plus de 280 000 signatures. Et donc, cette réforme constitutionnelle, elle a été présentée pour plébiscite lors des élections nationales de 2004. Et il y a 64,5% de l'électorat uruguayen qui a voté favorablement pour cette réforme constitutionnelle. Donc c'est après tout ce processus de mobilisation et de référendum que le droit d'accès à l'eau est devenu un droit constitutionnel en Uruguay en 2004. Et donc cette réforme, elle a
consacrer une gestion publique, participative et soutenable de l'eau. Donc je vais vous parler plus profondément de ce que ça signifie, une gestion publique, participative et soutenable de l'eau. Donc à la suite de cette constitutionnalisation du droit d'accès à l'eau, évidemment les entreprises ont protesté contre cette constitutionnalisation qui en fait empêchait tout organisme privé de s'occuper du système d'approvisionnement et d'assainissement, puisqu'il s'agit de la consécration de la gestion publique, donc seuls les organismes étatiques peuvent se charger de l'approvisionnement et de l'assainissement de l'eau en Uruguay. Donc à la suite de cette réforme, le pouvoir exécutif, incarné par le président, a fait un pas en arrière et a approuvé un décret qui permettait à toutes les entreprises privées sur le territoire de rester, de continuer à approvisionner et à s'occuper de l'assainissement de l'eau jusqu'à la fin de leur contrat. Et ça concernait le département de Maldonado dont je vous ai parlé, où il y a eu des problèmes importants. Donc à partir de là, il y a une forte mobilisation populaire aussi, pour faire respecter et pour faire concrétiser le droit qui avait été constitutionnalisé. Et donc à partir de ces mobilisations populaires, il y a eu l'annulation du contrat pour l'une des entreprises et le rachat des actions de la filiale de l'autre entreprise. Donc ça a abouti au retrait de ces deux entreprises du département de Maldonado et donc à une gestion publique dans ce département-là. Donc pour vous parler des conséquences à long terme qu'ont laissé la gestion privée dans le département de Maldonado, en fait, je vous ai dit que les prix avaient considérablement augmenté dans cette zone-là de l'Uruguay. Donc les populations qui ne pouvaient pas payer les tarifs en eau ont été obligées de développer leur propre circuit d'eau traditionnel, mais sans service d'assainissement de l'État. Donc il y a beaucoup de circuits personnels qui se sont développés, sauf qu'il n'y avait aucun contrôle des déchets. Donc ça aboutit en fait à la pollution des eaux dans cette zone-là, à une situation d'urgence sanitaire. Donc il y a une recrudescence des maladies d'origine hydrique et une forte mortalité infantile dans cette zone-là. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu tant de mobilisation à cette période, c'est parce qu'on était vraiment dans la situation d'urgence sanitaire. Donc pour revenir un peu sur les modalités de la réforme constitutionnelle qui a été approuvée, donc ça c'était en 2004, il y a une loi qui a suivi 5 ans après l'approbation de la réforme, qui est la loi nationale de 2009, donc qui, comme je vous l'ai dit, a consacré le droit d'accès à l'eau potable comme droit humain en Uruguay, et qui a également consacré la gestion publique de l'eau. Donc seuls les organismes étatiques étaient habilités à fournir et assainir l'eau en Uruguay. Et elle a également consacré le fait que les raisons d'ordre social doivent primer sur les raisons d'ordre économique sur la question de la distribution de l'eau. Et elle a été également très, très novatrice, elle a été reprise après, il y a eu beaucoup de réflexions sur cette loi, notamment sur cette dimension, sur la question de comment on essaye de faire participer le plus possible les usagers dans la gouvernance, sur la question de la prise de décision et du contrôle de cette ressource. Donc il y a plusieurs types d'assemblées qui se sont mis en place, qui ont essayé d'être le plus représentatif possible et d'intégrer des entreprises et plusieurs organismes de la société civile pour que les usagers puissent réellement avoir un contrôle effectif sur l'administration des ressources hydriques. Et donc l'ONU en 2010 a vu les conséquences positives de cette constitutionnalisation du droit d'accès à l'eau en Uruguay et a consacré ce droit également en 2010, donc après l'Uruguay. Donc en fait, c'est parti localement, il y a eu des effets boule de neige qui ont été repris après au niveau international. Et donc après, cette réforme, elle a eu lieu en 2004, la loi nationale a été prise en 2009, donc là on est en 2017, quasiment 10 ans après. Donc on peut noter d'énormes avancées sur le plan notamment de la couverture des besoins en eau. On a une couverture quasi universelle, donc à 98%, autant au niveau de la distribution que du réseau d'assainissement. On a également eu des investissements énormes qui ont été faits pour l'amélioration des infrastructures. Donc ça, c'est un argument qu'on reprend souvent pour crédibiliser, pour légitimer la gestion privée, que les entreprises sont capables d'investir énormément pour améliorer les infrastructures.
on a vu en Uruguay que l'État était également capable d'investir beaucoup. C'est une question de volonté politique pour améliorer les infrastructures de distribution et d'assainissement. L'eau potable uruguayenne, elle a également été déclarée vraiment de qualité. Donc c'est un service de qualité qui est rendu auprès de la population uruguayenne. Et il y a des tarifs sociaux qui ont été mis en place. Donc c'est des tarifs progressifs. Selon la valeur foncière du logement, on a des tarifs en fait qui s'adaptent. Donc si vous avez une valeur foncière qui est très élevée, vous allez payer plus. Une valeur foncière moindre, vous allez payer moins. Et donc au final, le budget eau des foyers uruguayens, il correspond seulement à 2,5% du total des dépenses à l'an. Donc c'est quand même, il y a eu vraiment d'énormes avancées en termes d'accessibilité économique à l'eau en Uruguay. Et au niveau des limites, donc évidemment la loi elle a été mise en place en 2009, il reste encore énormément de choses à faire. Il y a encore énormément de foyers ruraux qui sont exclus de ce service-là parce que l'Uruguay, c'est un pays qui reste encore très rural. Il y a des grandes villes et Montevideo, qui est la capitale, commence à s'étendre de plus en plus, mais il y a énormément de foyers qui restent ruraux. Donc ceux-ci, ils ont connu moins d'avancées quant à leur accès à l'eau potable. Il y a également eu une poursuite des concessions privées malgré la réforme qui interdit toute distribution d'eau par des entreprises privées. Donc en fait, on a un système d'économie mixte où 60% de la distribution se fait par l'État et 40% se fait encore par des entreprises. Donc au niveau des objectifs de la réforme qui étaient fixés, on est quand même loin du compte. Et il y a aussi des menaces externes qui viennent mettre en danger la qualité de l'eau potable en Uruguay, notamment la croissance de la consommation d'eau par les activités industrielles et agricoles. Donc on a de plus en plus des entreprises agricoles qui s'installent sur le territoire et qui prônent un modèle d'agriculture intensive. Donc c'est un modèle qui consomme énormément d'eau. Et on a également le développement d'industries minières sur le territoire qui laisse s'échapper énormément d'agrotoxiques dans les cours d'eau. Donc voilà, on a ces 4 limites et ces menaces qui pèsent encore sur cette réforme et sur les avancées qui ont été faites avant. Donc voilà, moi maintenant je voudrais vous proposer de réfléchir ensemble sur le temps qu'il nous reste, parce que moi je n'ai pas la réponse personnellement. Donc voilà, je voudrais en fait à partir de cet exemple qu'on discute sur la nécessité de constitutionnaliser la gestion publique de l'eau pour assurer l'accès à l'eau potable à tous, c'est-à-dire d'écarter toute gestion privée sur le territoire concernant les systèmes d'approvisionnement et d'assainissement de l'eau. Voilà, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire ou une question? Oui. Je te laisse faire une remarque, Océane. Et puis là, on a un vrai sujet. Je suis ravie que tu aies fait cette présentation et on t'en remercie parce qu'on est sur une illustration vraiment extrêmement intéressante et qui repointe aussi encore ce qu'on évoque depuis le début, le monde urbain, le monde rural. Toujours la difficulté de toucher le monde rural. Et moi, quand je vois cette question, je ne sais pas ce que vous en pensez, équipe IAGF, hein, je pense qu'on pourra le mettre dans les sujets, hein, puisqu'il y a l'idée que vous reveniez, je crois. On va y travailler, en tout cas, et je pense qu'on l'intégrera. Je te laisse quand même, Océane, en prendre, parce qu'on a la table ronde d'après, en fait, c'est pour ça aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment une question intéressante et difficile. Et je pense, selon moi, que ça dépend des espaces où on pose cette question. Par exemple, en Amérique latine, il y a un vrai débat par rapport à ça. En Bolivie, au Chili, en Uruguay, Paraguay, etc. Parce que c'est des ressources qui sont vraiment présentes. Par exemple, pendant la crise de l'eau en Bolivie, dans les années 90-2000, il y a eu un problème par rapport à l'accès à l'eau, pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce qu'il a été
privatisé alors que certaines communautés avaient déjà cet accès à l'eau, avaient construit des canaux, etc., qui leur permettaient d'avoir l'eau gratuitement. Et du jour au lendemain, on a des entreprises comme Coca-Cola, par exemple, qui sont arrivées et qui ont évidemment mis en place des installations, pas forcément de meilleures installations, pas forcément des installations qui permettaient un meilleur accès à l'eau, mais qui ont fait payer à ces communautés le droit d'avoir cette eau, alors qu'il était déjà là avant. Donc peut-être que Xavier Litrico, qui était là hier, ne serait pas d'accord avec moi quand il dit que Dieu a inventé l'eau mais pas les puits, par exemple. C'est vrai, mais dans certains endroits, il n'y a pas besoin de l'eau mais pas les tuyaux. Et dans certains endroits, il n'y a pas besoin de tuyaux. Donc pourquoi pas constitutionnaliser effectivement cet accès à des ressources naturelles? Oui, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, qui est très juste, je voulais parler de cette question qui a eu la crise de l'eau, la guerre de l'eau même, on a appelé ça à Cochabamba en Bolivie, qui a été un échec frappant de la gestion privée de l'eau sur ces territoires-là. Et en fait, à cette époque, dans les années 90, il y a eu toutes ces questions qui se sont posées en Amérique latine parce que c'était les organisations internationales comme le FMI et la Banque mondiale qui ont promu des programmes qui incitaient les États à privatiser cette ressource. Donc c'est pour ça en fait qu'on a eu une vague de privatisation énorme à cette époque en Amérique latine. Et maintenant, vu les échecs qu'il y a eu dans ce coin-là du monde, même les organismes internationaux en reviennent maintenant et ils considèrent que la gestion privée n'est pas forcément souhaitable. Donc ça, c'est dans les discours. Il y a encore énormément de programmes qui, dans les faits, promeuvent encore cette gestion privée. Mais en tout cas, quand vous lisez les rapports de l'UNESCO, de la FAO sur cette question-là, ils vous disent qu'une gestion publique de cette ressource est souhaitable en Amérique latine et qu'on peut compléter effectivement avec des investissements privés, mais que c'est l'État qui doit avoir la main sur cette ressource. Et il y a de plus en plus une tendance au sein des organismes internationaux à promouvoir une gestion participative. Donc, gestion participative, c'est un peu le mot à la mode qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, ces organismes, ce qu'ils promeuvent, c'est la constitution de comités qui soient représentatifs de la population et qui puissent prendre des décisions et avoir un droit de regard sur cette question-là. Donc, quand on commence à regarder un peu dans le détail comment fonctionnent ces comités, on voit qu'ils ont un rôle purement consultatif, donc ils ne sont pas à l'origine de l'élaboration des programmes et ils n'ont pas un droit de... Ce n'est pas eux les responsables de la décision finale, mais en tout cas, on les consulte, ce qui est déjà une avancée par rapport à avant, on ne les consultait absolument pas. Mais c'est vrai qu'il y a encore d'énormes avancées à faire sur la question de la démocratie participative autour de cette question du contrôle sur la ressource hydrique. Donc, comment inclure des populations dans la prise de décision et dans le contrôle effectif de cette ressource. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque ou une question? Moi, je vous remercie aussi. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans tous ces pays, mais ce que je crois sur le plan de la définition, c'est qu'il faut faire la différence entre l'appropriation de la matière première, qui ici est l'eau, qui doit absolument rester publique, et la gestion. La gestion peut être aussi publique, évidemment, mais on peut imaginer qu'elle puisse être privée. Le problème, c'est d'avoir des contrats suffisamment précis pour qu'effectivement, on mette des conditions à cette gestion et que la gestion ne devienne pas le prétexte à l'appropriation de la ressource, vous voyez. Alors, le débat existe aussi en France, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a des départements qui ont favorisé les régies, c'est les Landes par exemple. La mairie de Paris a récupéré en régie la gestion de l'eau. Nous, à Libourne, il y a eu un débat politique dans notre majorité en 2008 pour savoir si on faisait une régie ou si on gardait le principe d'une gestion privée sous forme d'un contrat. Il y a eu ce débat. Moi, personnellement, j'étais plutôt favorable à la régie, mais je dois dire que si on est capable de bien négocier le contrat et qu'il est court dans sa durée, on peut mettre des conditions qui respectent l'intérêt général. Si vous voulez, à Libourne, on a essayé de mettre des conditions pour limiter le gaspillage
en demandant aux délégataires de surveiller les tuyaux, d'éviter les fuites et donc d'améliorer le rendement. Et on a institué un système de prix qui avantage ceux qui consomment peu par rapport à ceux qui consomment beaucoup. On a essayé de faire en sorte que les familles modestes avec 2 enfants qui dépensent 200 mètres cubes aient l'eau quasiment gratuite, alors que plus on consomme, plus le prix monte. Et donc on essaie d'encourager l'économie de la ressource. Donc si vous voulez, on peut défendre. Gilbert Mitterrand était un grand partisan de la délégation de service public, à contrario de sa mère. Et donc, en faisant le contrat de Libourne, il a essayé de lui prouver qu'en délégation, on pouvait faire presque aussi bien qu'en régie. Moi, je n'ai pas été tout à fait convaincu, et la suite de l'évolution a montré que je pense qu'en régie, on est davantage maître de son sort. Ceci étant, les régies ne sont pas toujours exemplaires par définition. Ça dépend du conseil d'administration, de la politique qu'il définit, de sa volonté d'économiser l'eau, de ne pas l'économiser, d'améliorer ses réseaux, de ne pas les améliorer, de laisser à l'encan ces réseaux au point qu'ils sont percés, abîmés, qu'on gaspille beaucoup. Donc une régie, par définition, n'a que la valeur que lui donne son conseil d'administration et la qualité de ses élus, dont on a dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas tous parfaits. Et c'est vrai. Donc, si vous voulez, bon, il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut absolument que légalement, l'eau soit accessible à tous. Deuxièmement, il ne faut pas que l'eau soit privatisée par le biais de la gestion, si vous voulez. Et de fait, dans les contrats tels qu'on l'a dans nos différents syndicats, d'ailleurs, la ressource n'est pas la propriété du délégataire, et même les installations ne sont pas la propriété du délégataire. Dans le prix de l'eau que l'on paie, par exemple, dans tous nos syndicats, il y a une partie qui est réservée à la commune ou au syndicat pour entretenir les installations. Il n'y a qu'une partie du prix qui est liée au délégataire pour le fonctionnement. Donc, si vous voulez, bon, on peut, à mon avis, défendre un peu toutes les thèses, à cette idée près que la gestion ne doit pas être le prétexte à l'appropriation et à la privation d'eau des gens les plus modestes, par exemple. Bon, on est obligé de clore ce débat. Je suis désolée, c'est un peu court, mais on pourra en parler en off si vous voulez. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis je laisse Madina présenter le programme qui suit.